Merci d'être fidèle au Café littéraire. Nous sommes ravis de vous retrouver voilà, toute la journée. Il y a encore une autre rencontre après celle-ci, et puis on fermera nos portes jusqu'à demain matin. Oui, parce qu'il y a encore une autre journée aussi. Et je vous annonce qu'il y a encore une autre journée avec une très très belle programmation. Hein. Alors c'est pas parce que c'est le lundi de Pentecôte qu'il ne faut pas venir. Hein. On serait là, j'espère. En tout cas, on l'espère. C'est aussi bien tous les jours. Absolument. C'est pas crescendo ni décrescendo, c'est tous les jours aussi. Alors, nous avons sur le plateau Fabienne Gondran qui va interpréter Erin Swan, qui est à côté d'elle, Douglas Kennedy qui parle français, donc il n'a pas besoin d'interprète. Non. Et puis Emmanuel Pirod qui est à côté de moi et à côté de Pascal. Et Pascal qui va peut-être commencer. On va commencer avec Emmanuel Pirod et puis Les Reines, qui est son dernier ouvrage sorti aux éditions du Cherche Midi. Emmanuel, on l'a déjà reçu ici il y a 4 ans, me dit-elle, en 2019 pour le Café littéraire. Mais oui, c'était pour Lou et les hommes, je pense. C'était il y a 5 ans. Alors c'est 5 ans, voilà. Donc bon. Emmanuel, vous êtes historienne, scénariste, femme de lettres. J'aime bien parce qu'on n'entend plus beaucoup ça, homme de lettres ou femme de lettres. Et moi, j'aime bien cette expression. Oui, pourtant, ça a été écrit par une jeune personne qui n'était pas censée utiliser ce genre d'expression. Voilà, je sais pas. Moi, j'aime bien. Donc, je le garde. Né en Belgique. Vous vivez près de Namur, toujours? Oui, je vis toujours près de Namur, oui. Vous êtes la fille d'un autre écrivain que j'aime énormément et que j'ai connu, Jean-Claude Pirod. Poète, romancier, peintre, qui nous a quittés en 2014. Oui. Et vous, c'est en 2015 que vous publiez votre premier livre. Alors, j'avais jamais fait attention aux dates, mais peut-être que... oui, c'est pas un hasard. Voilà, vous êtes senti... autorisé. Autorisé. Today we live. We live. C'est mon anglais qui est pas très... Voilà. Premier roman qui remporte vraiment un grand succès, qui est traduit en 15 langues immédiatement. Il y a eu Des Profondis, puis D'innombrables soleils, Louer les hommes, pour lequel donc, vous êtes venu ici, en particulier au Café littéraire, Rompre les digues, qui est sorti aussi récemment, et puis celui-là dont on parle, Les Reines. Alors on est dans le futur, dans un certain futur. Il s'est passé quelque chose sur Terre, des catastrophes, une catastrophe, on ne sait pas grand-chose, qui ont presque décimé l'humanité, mais il reste quand même des humains, des hommes et des femmes, et surtout des femmes, puisque le pouvoir est essentiellement aux mains des femmes. On a considéré que les hommes avaient fait suffisamment de conneries avant. C'est pas écrit comme ça, hein, mais on voit bien que c'est ce que ça veut dire. Et les femmes sont réputées plus sages, peut-être. En tout cas, elles dirigent des royaumes. Et ça ne se passe pas forcément si bien que ça, parce qu'il y en a aussi qui sont avides de pouvoir et qui sont cruels. Et on commence avec Alba, qui est une femme qui raconte, qui fait presque une confession, même, du haut de son piton rocheux, où elle vit seule, sauf accompagnée d'un vieil homme qui prend soin d'elle. Oui. Et on va rentrer dans l'histoire comme ça. Alors peut-être c'est ma première question. On rentre par quelque chose de mystérieux. C'est-à-dire qu'on nous explique rien, on va découvrir petit à petit, et on rentre par quelqu'un voilà, qui dévoile une histoire petit à petit, mais qu'on va comprendre vraiment au fur et à mesure, après beaucoup de détours. Donc, pourquoi cette entrée-là par cette femme isolée? Mais il se fait qu'en fait, j'avais écrit une nouvelle pour un festival à Bruxelles, qui s'appelle Passaporta, et il s'agissait déjà du personnage d'Alba. Je ne le savais pas encore tout à fait à ce moment-là, c'est souvent comme ça que ça se passe en littérature, mais vous avez tout d'un coup un personnage qui émerge et un début d'histoire, et puis c'est une histoire courte, et puis tout d'un coup ce personnage vous habite, vous hante même, et puis il va devenir le personnage principal ou quasiment de votre roman à venir. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est vrai que c'est sans doute exigeant comme entrée en matière, parce que c'est un monde effectivement post-effondrement, effondrement multifactoriel dont d'ailleurs il n'est pas question dans mon livre. Je n'explique pas ce qui s'est passé, on peut aisément imaginer, et puis ça se passe très longtemps après cet effondrement, le monde s'est reconstruit, et cette femme est sur son île, elle est Sibylle, c'est-à-dire que c'est un monde qui redécouvre finalement des parts de notre histoire humaine qui étaient un peu oubliées. Donc cette femme est une oracle, elle est sur une île, elle est détentrice d'une sorte
de savoir liés au vivant, à la terre-mère. De nouveau, le culte de la terre-mère est à peu près répandu partout sur la planète. On peut imaginer que c'est sans doute dû au fait qu'on ne l'a pas assez respectée et que tout d'un coup, on se met à la respecter. Et donc, cette femme, à la fois, raconte sa propre existence et à travers ce qu'elle en dit, on peut deviner ce qui est arrivé au monde. Et j'aimais bien l'idée de commencer par une espèce de chant un peu universel et finalement un peu intemporel aussi. C'est même presque comme un chœur aussi. Elle est seule, mais il y a cette voix-là qui commente et qui vient en écho de ce qui se passe. C'est très juste, hein. C'est une belle image parce qu'il y a question de tragédie dans mon livre et tout, donc le cœur... Oui, alors voilà, parce qu'il y a plein de gens. Ça va être difficile de parler de tout ça, mais donc je vais y revenir à ces gens, mais peut-être avant, juste la question de la terre-mère, il y a beaucoup moins d'humains sur Terre. Donc, il y a beaucoup plus de nature. Il y a beaucoup plus d'espaces sauvages, de forêts. Et c'est aussi une sorte de livre de nature writing, mais un peu dans l'imaginaire, un peu dans, finalement, une Terre fantasmée qui devrait être la Terre qu'on pourrait vivre. Tout à fait. C'est une sorte de retour à une espèce d'Éden un peu idéal, c'est sûr. Ça, c'est quelque chose de très personnel. Je crois que j'ai eu vraiment besoin de réensauvager complètement la Terre en la dépeuplant assez violemment, parce qu'il ne reste plus qu'un demi-milliard d'humains, donc ça ne fait pas beaucoup. Et comme vous dites, hein, c'est un peu les vases communicants, moins d'hommes, plus de nature. Ça, c'est vraiment une équation imparable. Et donc, non seulement plus de nature, plus de ces espaces qui redeviennent en Europe, ce qu'on ne connaît plus, ce qu'on connaît encore en Amérique, mais qui redeviennent énormes, difficiles aussi à parcourir, plein de surprises, de dangers. Enfin, ce que connaissaient les hommes de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, ben, ils vont de nouveau le connaître, puisqu'en plus, il n'y a plus du tout de technosciences dans mon monde. C'est bon à savoir aussi, parce que ça fait partie comment vais-je dire, des périls, des nouveaux périls, finalement, des êtres humains, à titre collectif et individuel. Et cette nature, non seulement elle existe pleinement de nouveau, mais elle est complètement sacrée. C'est-à-dire, elle est vraiment sanctifiée. C'est d'ailleurs, ça devient un culte qui est extrêmement... qui frôle le fanatisme parfois. On est dans un rapport au vivant qui est devenu violent, cruel, assez barbare, voilà, pour des raisons liées au récit entourant l'effondrement. Juste avant de laisser la parole, j'ai l'impression à Douglas qui a envie de rebondir peut-être sur quelque chose, mais il y aurait plein de choses à dire sur ce livre. J'aimerais qu'on y reste aussi un peu, mais non, mais d'y revenir, je veux dire, mais c'est il y a moins d'hommes, il y a moins d'hommes mâles aussi, masculins, parce que, enfin, en tout cas, ils ont moins de pouvoir, ils ont moins de présence, et puis on les garde parfois uniquement à des fins reproductives. Ouais. Donc c'est un peu violent aussi pour les hommes, mais au-delà de ça, ce qui est vraiment intéressant, et puis ça commence, on l'a dit tout à l'heure avec la Sibylle, c'est il y a quelque chose de magique qui revient, quelque chose d'un peu fantastique, quelque chose d'un peu... c'est comme si effectivement la nature retrouvait quelque chose de vivant en elle-même, de magique. De presque incarné, de presque... incarnée, c'est oui, ça, incarné, comme si elle avait une personnalité propre. C'est une personnalité qui agit finalement sur les personnages. Oui, absolument. Je crois que c'est un personnage en soi, alors que je n'ai pas du tout réfléchi à ça théoriquement avant de commencer à écrire, mais il s'est fait qu'elle s'est imposée comme un personnage omniprésent et surtout extrêmement puissant. Ça me plaisait beaucoup l'idée que de nouveau, on soit... simplement obligé de compter vraiment avec elle et qu'elle... Alors, quand vous parliez de magie, parce que je reviens au début de ce que vous disiez, c'est intéressant, parce qu'en fait, il n'y en a pas vraiment, mais je comprends qu'on puisse avoir le sentiment qu'il y a une part de fantastique dans cette histoire, alors que très objectivement, mis à part les pouvoirs qu'on prête à la Sibylle, mais dont d'ailleurs elle ne prédit pas des choses exceptionnelles qui tout d'un coup se réalisent. Tout ça est très vague, très confus. Et puis, il n'y a pas d'être surnaturel dans mon histoire. Mais sans doute, ce sentiment de magie est peut-être dû aux interactions entre le monde vivant, qui est à la fois très proche des hommes, mystérieux et craint et révéré. Et c'est peut-être cet aspect-là qui crée la magie. Et puis elle est hantée par ce qui lui arrivait, et elle hante les autres personnages aussi, quelque chose qui est de l'ordre aussi
une présence permanente des uns et des autres. Oui, et ça aussi, je pense que l'humanité, et ça c'est peut-être mon point de vue par rapport à notre relation aujourd'hui à la technologie en général, je crois nous prive d'une bonne part de notre capacité à nous connecter les uns aux autres, à communiquer les uns avec les autres. Plus il y a d'instruments de communication et moins on communique. Bien sûr, moins on communique, oui. Et je crois que je ne suis pas la seule, c'est tout bête de dire ça, mais donc dans mon histoire, effectivement, les gens ont retrouvé des modes de communication qui ne sont d'ailleurs pas que verbaux. Il y a la pensée qui est très puissante et qui, c'est ce terme de hantise. Effectivement, les personnages sont hantés par d'autres personnages et ça semble tout à fait normal, alors que dans notre monde, voilà, ça semble normal. Et alors, ce qu'on n'a pas dit, je vais peut-être terminer par ça, c'est qu'il y a aussi une histoire d'amour interdit entre Milo et Face, parce que dans leur société, les Britannia, qui est une société nomade, c'est pas permis. Et donc on exile Milo. Face, qui veut dire foi, espoir, confiance, va rester dans cette confiance qu'ils vont se retrouver. Mais voilà, ça tient aussi le livre, parce qu'il y a quand même, on suit le parcours de Milo et Face, en espérant justement qu'ils vont se retrouver. Ah, mais c'est une folle histoire d'amour, hein. Oui, bien sûr, un amour impossible, amour interdit. Alors, c'est un motif romanesque qui, moi, me porte depuis toujours, oui, qui est vieux comme le monde, mais sans doute infiniment riche d'un tas de choses pour un auteur. Donc là, effectivement, j'espère emporter le lecteur dans une très forte, puissante et un peu sauvage histoire d'amour. C'est étonnant dans cette histoire d'amour, c'est l'homme qui finalement, malgré ce grand amour, freine l'histoire. Alors que Fess, elle le voudrait, cet homme, elle le veut. Mais il est terrifié. Oui. C'est pas qu'il freine. Il est terrifié. Il sait ce qu'il attend. Il sait ce qu'il attend. Elle est absolument terrifiante. Elle a 14 ans, mais elle est terrifiante. Alors... Non, mais juste pour terminer, parce que c'est une histoire d'amour, mais c'est une tragédie, et parce que voilà, il y a aussi du théâtre à l'intérieur du livre. Il joue. Il y a des Amazones, il y a des Britannia, mais il y a aussi des comédiens. Et qui jouent Antigone, qui jouent Othello, qui jouent Hamlet. On est dans un royaume du Danemark amazonien, enfin un peu, voilà, on n'est plus tout à fait dans la même Europe que celle qu'on connaissait. C'est l'invention d'un monde, c'est créer un monde. Je trouve que c'est formidable quand les écrivains se lancent dans ces aventures. C'est beaucoup le cas maintenant. Je crois qu'on en a beaucoup besoin. On a besoin on a besoin d'échapper à notre présent. On a besoin de se projeter dans un futur possible. Voilà. Je ne sais pas si Douglas a vraiment voulu inventer un monde ou s'il est en train de nous montrer dans son dernier roman qui est sorti en avant-première ici, et merci de nous l'offrir à Étonnant Voyageur. Je ne sais pas si Douglas Kennedy invente un monde ou pointe un monde dans lequel nous allons risquer de vivre. La vérité, au début, on a des lumières ici et c'est un peu comme une interview avec la police. C'est absolument... Je dis ça, oui, franchement, coupable. Franchement, parce que dans mon roman, ma narratrice est une flic. Et l'action se déroule en 2045, après une guerre de sécession froide. Et il n'y a pas un États-Unis. Il y a un pays, c'est une théocratie. L'autre, dirigé par un milliardaire du tech. Le vernis est progressiste, mais tout le monde est obligé de porter un pouce. Et il n'a pas une vie privée. Tout le monde est sous surveillance. Donc c'est totalitaire light. Et ma narratrice est une flic, une membre de la sécurité, hyper éduquée, qui a perdu en fait son père, l'homme de sa vie, parce que si on est dans la sécurité, on reste célibataire. Et elle découvre un secret de papa. Montrez-moi une famille sans des secrets. Et c'est un secret en fait qui a déstabilisé en fait sa vie. Et puis le reste, il faut lire le roman. Le truc pour moi,
j'ai pensé tout le temps, quand j'ai commencé à réfléchir de ce roman, je ne veux pas écrire la science-fiction. Donc, il n'y a pas des vaisseaux spatiaux, des zombies, des martiens ou des scientologues. Non. Il y a franchement, en fait, un monde très actuel, parce que c'est très proche d'aujourd'hui. Le modèle pour moi, c'était George Orwell, 1984. Même si la différence, Winston Smith, le protagoniste du roman d'Orwell, c'est un fonctionnaire qui est une victime du système. Ma narratrice, elle est impliquée dans le système, elle croit du système et elle commence d'avoir des doutes. Surtout quand on découvre que papa a eu une fille ailleurs. Donc, ça c'est très important pour moi quand on crée quelque chose historique, contemporain ou à l'avenir. Il faut avoir pour en fait, le lecteur et la lectrice, franchement, en fait, la condition humaine et aussi le dilemme d'une protagoniste. Et même si c'est à l'avenir, je pense que la chose la plus importante pour moi, et j'ai écrit ça constamment dans mes calepins, en fait, reste crédible. Reste crédible. Pour moi, ça, c'était essentiel. Parce que si on reste crédible, on va déstabiliser, en fait, le lecteur et la lectrice. Alors en fait, sur la couverture relate en fait, assez clairement ce qui se passe. Un peu, oui. Hein, un pays coupé en deux. Coupé en 3, exactement. Parce qu'il y a effectivement 2 zones, et puis il y a une toute La zone intermédiaire, petite oui. zone intermédiaire, la Oui, neutral oui. zone, Oui, où oui. on peut se retrouver. C'est un peu Berlin. Oui, oui, non, voilà. non, c'est Berlin. C'est Berlin, enfin oui. Et aussi, en fait, je vis entre Paris, les États-Unis et Berlin. Ich spreche Deutsch, aber nicht heute Abend. Et le truc, en fait, mais pour moi, en fait, je me souviens très très bien, j'ai une bourse du gouvernement allemand en 83 et j'ai passé beaucoup de temps dans l'Allemagne de l'Est. Et je commence à voyager, en fait, en Allemagne de l'Est, excuse-moi. Et pour moi, en fait, l'image de Berlin, en fait, surtout avec le mur, c'était toujours dans, en fait, ma tête et j'ai écrit cet instant-là, un roman où l'action se déroule pendant la guerre froide. Donc, immédiatement, j'ai pensé, OK, on aura, en fait, un nouveau Berlin et c'était l'ex-Minneapolis. Dans le Minnesota, divisé par les 2 parties. Et pour moi, ça, c'était très intéressant aussi d'utiliser une image hyper importante d'après la Deuxième Guerre mondiale, le mur. Oui. Douglas, j'ai l'impression qu'il y a dans ce livre à la fois beaucoup de choses très historiques qui vraiment font référence à des événements précis, la guerre de sécession, les événements sous Trump, la guerre froide, et puis des éléments fictionnels. Moi, j'ai pensé de suite à d'autres romans, à Philippe K. Dick avec le maître du Haut-Château, Man in the High Castle, La Servante écarlate, Handmaid's Tale de Margaret Atwood. J'ai dit, mais cette Amérique-là, elle est déjà présente, j'ai l'impression, dans l'esprit de l'imaginaire de certains écrivains. C'est comme si elle existait presque réellement. Elle est rendue vivante par les romanciers, mais elle existe. On dirait qu'elle existe. Oui, Et pas seulement dans l'imaginaire. Tout à fait. En fait, j'ai dit la même chose ce matin pendant une rencontre. La vérité, en fait, l'âge d'or de la science-fiction, c'était les années 50. Pourquoi? La bombe atomique. Point final. Et l'idée de l'apocalypse. Et aussi le fait que tout le monde regarde le ciel. Parce que le ciel est seulement dangereux. Au Moyen Âge, c'était peut-être Dieu ou quelque chose comme ça. Maintenant, peut-être le ciel, en fait, marque la fin du monde. Et donc, j'étais très connaissante de ça quand j'ai écrit le roman. Mais aussi, en fait, le fait que aux États-Unis, c'est très important de comprendre qu'on a commencé comme une expérience religieuse. Les puritains qui ont fondé en fait la colonie de Massachusetts au début du XVIIe siècle,
c'était des fanatiques. Oui, en fait, le Taliban du 19e siècle, vraiment, vraiment. Et la raison pour laquelle les hommes de la lumière qui ont écrit notre constitution, ils ont insisté pour laquelle il y aura la séparation entre l'Église et l'État, parce qu'ils ont compris dans l'âme américaine, il y a un aspect théocrate, très évangéliste. Mais évangéliste, ça c'est notre point de vue. On est le pays préféré de Dieu. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en même temps, vous retrouvez, une fois que ce décor est posé, qu'il est réaliste, qu'il est crédible, vous retrouvez votre manière. Ça devient un thriller psychologique. On suit un personnage, on suit une histoire, on suit les pensées de cette femme qui se trouve confrontée à une demande insurmontable pour elle, mais qu'elle va quand même exécuter. Voilà, on va pas dire. Non, je le dis pas. J'essaye de pas le dire. Je connais la fin. Oui. Je connais la fin. Bon, mais il y en a d'autres qui la connaissent pas. Donc voilà, vous avez finalement retrouvé ce plaisir de raconter une histoire qui est votre univers habituel, je dirais. Oui, tout à fait. Mais je pense que, franchement, ce n'est pas un péché mortel, en fait, d'être accessible et sérieux en même temps. Je pense que. Et au début de ma carrière, il y a 26 livres, j'ai commencé à penser immédiatement parce que j'ai commencé ma carrière avec un polar de série noire de Gallimard, Coup de sac, L'homme qui voulait vivre sa vie. J'ai changé avec La poursuite du bonheur. Mais l'idée d'utiliser le rythme du polar, même si dans un roman historique, je pense que c'est possible. Et j'adore le fait que à Paris, par exemple, je connais des universitaires de Sciences Po et École normale supérieure qui lisent mes romans, mais aussi ma concierge. Je pense que ça c'est bon, d'avoir en fait deux publics. Et aussi, en fait, pour moi, honnêtement, en fait, l'écriture, c'est la séduction aussi. C'est la raison pour laquelle j'écris 5, 6 G. Pour créer, franchement, quelque chose qui bouge et on tourne des pages. Mais aussi, on est, j'espère, attrapé par l'histoire des personnages et les dilemmes. Et pour créer, en fait, surtout une narratrice, il faut penser tout le temps des choses pathologiques, parce que tout le monde a des choses pathologiques, des faiblesses, des peurs. Et ça, c'est aussi un point d'identification entre en fait le lecteur et en fait l'héroïne. Donc beaucoup de choses, mais au début et à la fin, en fait, j'espère qu'on va passer une nuit blanche avec moi. Et le livre s'intitule « Et c'est ainsi que nous vivrons ». Et la dernière phrase, pardon, la dernière phrase du roman, c'est « Et c'est ainsi que nous vivons aujourd'hui ». Oui, tout à fait. Ça, c'est aussi... Juste avant, il faut quand même dire ce qu'il y a juste avant. C'est mieux vaut battre en retraite, mieux vaut rester seul. Et c'est ainsi que nous vivons aujourd'hui. Oui. Voilà, ça met en perspective. Mais on peut prendre que la dernière phrase. Non, qui est aussi le titre d'un roman célèbre en fait, de la fin du 19e siècle, The Way We Live Now. Qui est un livre célèbre au sujet de l'argent à Londres et qui m'a beaucoup marqué. Et donc, ça, c'était toujours dans la tête tout le temps. Merci de nous avoir donné la primeur de la découverte de ce nouveau livre de Douglas Kennedy. Et on va maintenant découvrir celui d'Erin Swan. Alors, Erin est écrivaine et enseignante aussi. Vous enseignez aussi, Erin? Yes. Vous êtes originaire de Manhattan. Et c'est un premier roman qui s'intitule en français « Parcourir la Terre disparue ». Je n'ai pas regardé si c'était le même titre en anglais. Walked the Vanished Earth. Oui, d'accord. Et voilà, et qui va raconter l'histoire d'une famille sur 7 générations, des plaines du Kansas en 1873 à la surface de Mars en 2073. Mais
mais son éditeur me le disait tout à l'heure, important, ce n'est pas un roman de science-fiction. Alors expliquez-nous un petit peu l'idée même de raconter cette histoire, cette grande saga familiale. Yes, so it is often called a science fiction book because there are Martians or something like them. There is outer space, there is a voyage to another planet, but a lot of the book takes place in ordinary time. A lot of it takes place in Kansas, and in the world that is familiar to us, with a family going through the motions, doing the dishes, doing ordinary things. And so there's a lot of things in the book. I would call it more speculative fiction because it speculates, right? It is curious about where we are, it is curious about where we might go, but it's not necessarily entirely science fiction. So when I was writing this book, I wanted to experiment with genres. So before I wrote this book, I wrote entirely in our world, so entirely in the recognizable world. I wrote about people that were very similar to people that I knew in my life. I wrote about family. I was not necessarily experimenting at that point. So then when I started writing this novel, I said, well, you know what, I'm bored. I'm bored of writing the same things. I want to try something new. And I'm going to pause for my fabulous interpreter. On l'appelle souvent un livre de science-fiction parce qu'effectivement, il y a des martiens ou des choses approchant des martiens. Il y a un voyage vers une autre planète très lointaine. Mais en même temps, c'est effectivement dans un cadre tout à fait ordinaire du Kansas, dans une époque tout à fait ordinaire, dans un monde qui nous est familier, avec les gestes classiques de la vie de tous les jours, la vaisselle, etc. Et j'appellerais peut-être plutôt ça de la fiction spéculative dans le sens où elle s'interroge, elle est curieuse de notre place dans ce monde et de notre avenir hypothétique. Et je n'étais pas partie pour écrire de la science-fiction. Jusqu'alors, j'avais écrit des récits qui s'ancraient absolument dans un monde actuel, contemporain, avec des gens qui étaient des personnages qui étaient proches des gens que je connaissais, proches de ma famille. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu envie de jouer un peu avec les codes et le genre et de m'en éloigner pour voir si je pouvais faire des choses différemment. And I'll just add a little bit more. So actually, the novel started not as a novel. I did not have the original idea when I started. It grew over time. It evolved. It grew in layers. And like yourself over there, it started with a short story. Just this idea about a young girl who had experienced severe trauma in her life, and a particularly, which I'm not going to give away, a particularly traumatic event that had sent her walking across the plains of the United States, looking for something new. She was very young, she was pregnant, but she had these delusions that the child she was carrying was not human. It was going to be a new breed, it was going to be a new species, it was going to be a giant. And she's like, I'm going to have this giant, I'm going to get to the north, and I'm going to have this baby, but it will not be a baby, it will be a giant, and we will create something new. So I wrote this short story, and to me, it started with that, like this idea of trauma, this idea of what we carry with us, and what that might lead to, how that might give us more hope for the future, but at the same time give us a great burden that we must carry, whether it's an actual baby or something more metaphorical. Et à l'origine, ce n'était pas un roman. C'est une histoire que j'ai écrite par couches, par ajouts successifs. Et comme vous, c'était une nouvelle. J'étais partie sur une nouvelle centrée sur le personnage d'une très jeune fille qui a vécu un traumatisme terrible que je ne vais pas vous dévoiler et qui, suite à ce traumatisme, est jetée comme ça sur les chemins et sur les plaines des États-Unis. Elle est très jeune, elle est enceinte. Et elle a des problèmes psychologiques et elle est persuadée que l'enfant qu'elle porte n'est pas un enfant humain mais est une nouvelle race de géants et qu'elle va donner naissance quelque part dans le Nord à une nouvelle race et créer quelque chose de nouveau. Et donc les thématiques que je souhaitais aborder via cette nouvelle, c'était celle du traumatisme, de ce que l'on porte en nous, qui sont des éléments d'espoir mais aussi potentiellement des fardeaux pour notre avenir.
Alors à chaque fois, les personnages sont arrivés par strates, comme ça, si j'ose dire. Quand on lit la table des matières, on a par exemple la voix de Samson dans les grandes plaines du Kansas en 1873. Ensuite, on passe à Moon en mars 2073, puis à Bea, Kansas City en 1975, voilà, etc., etc. Il y a Paul aussi, il y a Kaiser, il y a Michel-Ange dans la mer des Caraïbes en 2030, Pénélope en 2046. Vraiment, au début, on navigue, on se dit, bon, il faut que je prenne des notes parce que je ne vais pas y arriver. Et en fait, tout s'imbrique, bien sûr. Il y a un moment où tout se recadre. L'histoire de la maternité a une grande importance dans le livre. Yes, and I think that was a lot of what I was trying to explore in the book was motherhood, right? So the science fiction elements, the experiments on Mars, the walking across Mars, for me became this kind of metaphor for, in a sense, for motherhood. Like, what do we do as mothers and fathers of this land, right? Like, what do we do with this land that we have inherited? How do we walk across it? What do we use from it? How do we exploit it? How might we choose not to exploit it? But then, yeah, it's also this question of to be a mother, right? Like, what does it mean to be a mother? I am not a mother, so a lot of that also was an exploration for me about that choice in my life, right? Like, why do people make this choice? Or why might they have this choice forced upon them? Why might they feel coerced into it? And so what does it mean if you create this other life, right, by choice or not? What do you pass on to them, right? And then what does it mean if you choose not to have a child? If you have, I mean, certainly in my country right now, the privilege of that choice. What does that mean if you have no actual child to pass anything on to? Like exploring that option, I think, for myself was really important. And it was also a way for me to think about, the generations that had come before me. A lot of this book is about my mother and her influence on me and what it means to have somebody like that in your life, and what does it mean when that person is no longer there. Effectivement, je souhaitais explorer le thème de la maternité, et l'élément de science-fiction que j'utilise avec ces expériences qui ont lieu sur Mars me donne l'opportunité d'utiliser la métaphore, c'est-à-dire en tant que mère, en tant que père, qu'avons-nous fait de cette terre dont on a hérité, que l'on arpente, que l'on utilise, que l'on choisit d'exploiter ou de ne pas exploiter. Et puis, je voulais poser la question, mais peut-être pour moi, avant toute chose, qu'est-ce que cela veut dire d'être une mère ou de ne pas être une mère? En l'occurrence, je ne suis pas une mère, et ça me permettait de m'interroger sur ce propre choix dans ma vie, sachant que pour d'autres femmes, ce n'est pas un choix. Et que moi j'ai ce privilège de pouvoir choisir de dire non. Et donc quel sens mettons dans le fait de devenir mère ou de ne pas devenir mère? Qu'est-ce qu'on transmet par la maternité? Qu'est-ce qu'on transmet par l'absence de maternité? Et puis surtout, ça m'a fait réfléchir aux générations précédentes, et donc à la génération de ma mère et à la figure de ma mère qui a eu une très forte influence sur moi, et ça m'a fait m'interroger sur la place qu'elle a pu laisser après sa disparition. Alors, il y a des histoires extraordinaires. On parle effectivement de ce que l'homme fait à la Terre, mais ce n'est pas non plus forcément... Il est difficile à définir. Ce n'est pas un roman écologique, ce n'est pas un roman de science-fiction, mais on a quand même sur Mars, mais il y a quand même des choses concernant la nature, il y a la montée des eaux, il y a tout ça. Et... où je voulais parler, oui, aussi des personnages qui sont très attachants, et je pense à ce personnage incroyable à qui vous allez lui supprimer ses jambes, et qui va carrément, voilà, et que sa fille promène dans ses bras quand il doit se déplacer, et une relation très, très forte entre le père et la fille. Pour ne parler que de ce personnage-là, parce qu'on ne peut pas tous les présenter. Yeah, and that was something, we talk a lot about motherhood with this book, but the book is also about fatherhood, right? And it's about, Paul in the novel, he's a character that has very, very big dreams in his ordinary life in Kansas. Those dreams do not really get realized. And then there's a drastic change on Earth.
which I will not spoil for you. I would just tell you there's a significant shift. And for him, this is actually very exciting because for him, it's a chance to get out of his very pedestrian, very mundane life and try something new, right? He decides to go, I'll spoil just a little bit. He wants to, New Orleans has been flooded. And he wants to go there. He does not want to run away from it. He's excited by the prospect. He wants to be an architect. So he goes to flooded New Orleans, and they build this imaginary city on the rooftops through much misfortune and against all odds. And so that relationship with his daughter at first, her name is Kay. He brings her to flooded New Orleans when she is very, very young. So I think I was also exploring like how parents can appropriate their children's lives and take them places where those children don't necessarily want to be, but then what does it mean for those children to suddenly be in this place, right? And so I thought it was interesting to have his daughter then be the one who has to take care of him, although he is quite strong. He feels like a giant when he loses his legs when he gets to build his fantastical city. But then, the daughter becomes in some ways his protector, right? She puts him on her back and carries him on rope ladders across, the flooded New Orleans streets. So, and I just loved that idea of playing with parents and children and how they can take care of each other in both directions. Il est beaucoup question de maternité dans ce livre, mais aussi de paternité. Le personnage de Paul a de grands rêves. Or, il a une vie tout à fait ordinaire dans le Kansas, dans laquelle ses rêves ne peuvent pas s'avérer, se développer. Et puis, tout d'un coup, il y a ce changement drastique sur Terre, alors que je ne vais pas vous dévoiler, mais il y a un grand glissement. Et pour lui, tout d'un coup, ça devient une grande source d'enthousiasme, d'excitation, parce qu'il va pouvoir sortir de la banalité de son quotidien pour rallier la Nouvelle-Orléans qui, suite à un désastre écologique, est sous les eaux. Et au lieu de fuir, il y va parce qu'il veut être architecte et il veut créer une ville qu'il va déployer sur les toits de cette ville inondée contre littéralement vents et marées. Et il part avec sa fille qui est très très jeune. Et ça me permet de m'interroger par ce biais sur ces parents qui s'approprient la vie de leurs enfants et les répercussions que ces décisions ont sur la vie des enfants. Et effectivement, il y a un renversement à un moment, c'est qu'à un moment donné, c'est la fille qui commence à prendre soin du père. Alors lui, il est vulnérable, mais il a quand même de la force, c'est-à-dire qu'il est costaud, il se sent comme un géant, mais c'est néanmoins elle qui le protège, qui le porte sur son dos. Et j'aimais beaucoup l'idée de jouer avec les codes relationnels entre parents et enfants. Et c'est très réussi. Ça s'intitule « Parcourir la Terre disparue ». C'est paru aux éditions Gallmeister et le livre a été traduit par Juliane Nivelt. Merci. Et on a aussi parlé de « Et c'est ainsi que nous vivrons » de Douglas Kennedy, paru aux éditions Belfond et traduit par Chloé Royer. Je m'interrogeais sur la bande de ADN qu'il y a sur le livre, là, ça m'intrigue. Il y a un brin d'ADN sur la couverture de celui que tu as dans la main. Ah, du mien. Oui, voilà. Et je me disais, mais ça m'intrigue. Non, pas chez Douglas Kennedy. Pardon. Et puis, on a parlé aussi des Reines d'Emmanuel Pirotte, sorti aux éditions Le Cherche Midi. Voilà, merci Fabienne aussi pour la traduction. Merci Douglas de parler français. Merci. Et merci à Emmanuel. Ouais. Et donc, bien sûr, comme souvent, nos invités vont aller signer leur livre dans le salon du livre. Et puis nous, nous allons accueillir nos autres invités dans un petit quart d'heure. Ce sera le dernier plateau de cette journée. Et nous recevrons Alexis Génie, Olivier Weber, Christine Jordis et Nikolai Kononov. À tout à l'heure. Merci.